devant vos postes téléviseurs, cela m'équilibre encore plus. Vous le savez, dans cette émission, on a souvent des histoires somptueuses, des fois des histoires tristes. Le plus important, c'est de pouvoir en tirer de bonnes leçons à la fin. Très heureuse, je le suis. Je ne suis pas seule sur ce plateau. Je vais vous demander, très chers téléspectateurs et spectateurs, d'applaudir très fort pour Jessica Bomba. Bonjour Caroline. Oui, bonjour. Vous allez bien? Bah, je vais très bien et vous? Comme toujours. Merci beaucoup. Alors, la semaine dernière, vous étiez en pleine forme. J'espère qu'il en est de même pour aujourd'hui. Franchement, avec le public, on n'a pas d'autre choix. On n'a pas d'autre choix. Exactement. Vous voyez le rôle que vous jouez? Est-ce que vous voyez le rôle que vous jouez? C'est-à-dire que vous pouvez apparaître ici avec une humeur massacrante, mais dès que vous voyez le public, dès que vous voyez ses sourires, dès que vous entendez ses applaudissements, tout change. Et voilà, toujours dans cette même humeur, mesdames et messieurs, je vais vous demander de recevoir un groupe atypique, un groupe très particulier, singulier, je dirais, les Ouinzins du passé, mesdames et messieurs. Applaudissements pour eux. J'ai besoin de la musique. Je veux la voir, elle seule. Elle seule. Allez-y, madame. Allez-y. Oui. Bravo. 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 Merci beaucoup pour ce show de la mi-journée. En tout cas, on va dire que la journée ou la suite de la journée s'annonce très bien. Malheureusement, nous avons un thème assez triste. Mais avant de passer au thème, vous allez nous expliquer un peu en quelques secondes cette prestation avec cette coiffure. Oui. Elle aura forcément besoin d'un micro, voilà. Absolument. Absolument. Alors, pendant qu'elle a le micro, c'est une prestation très décevante parce que nous, on a voulu surprendre les téléspectateurs. On a vu qu'il y a une doyenne dans le public là qui est venue nous montrer les pas. Franchement, chapeau. La maman a été au top niveau. En tout cas, elle vous a montré que c'était de son époque. C'est-à-dire, et s'est sentie quand même un peu vexée. Elle dit, attends, les enfants là, ils font quoi là? Je vais leur montrer de quoi il s'agit là. C'est pas possible. Oui, Philo. Super, ouais. Vraiment, j'apprécie cette go qui est dans cette tenue. Mais c'est un peu deux générations. Là, c'est le futur. Afro, hein. Voilà, et ça, c'est cette génération contemporaine-là. Donc, on forme ce duo-là. C'est-à-dire, les deux générations sont ensemble et marchent, vont de pair. Et c'est très important. Moi, j'ai porté cette tenue. C'est en même temps profiter pour donner des conseils à la jeune génération. Ça, c'est Wiz Khalifa, c'est un rappeur américain. Tout le monde le connaît, un rappeur américain, jeune rappeur. Donc, j'ai porté. Donc, c'est pour vous dire que désormais, quand on porte une tenue, il faut celui qui a sur le t-shirt ou bien la chemise, il faut le connaître. C'est important. Il y a qui porte des trucs. Comment quelqu'un peut porter un t-shirt où il écrit Kill me? Ça veut dire tue-moi en anglais, puis tu t'as demandé un renseignement à policier. Mais ça, c'est tu vois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Docteur Philo, eh bien aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons aborder aujourd'hui la question de l'importance de la présence parentale et plus particulièrement de l'autorité paternelle. Le thème, je vous le communique tout de suite pour l'équilibre émotionnel de ma fille. Je suis à la recherche de son père. Nos invités, je dis nos invités parce qu'il s'agit de la mère et de la fille, Pélagie Kama et Edwige Kama, que je vous demande de recevoir avec des ovations bien vives.
Kama. Bonjour à vous et bienvenue sur le plateau de ces midis. On est vraiment content de vous recevoir. On sait qu'on ne pourra pas combler le vide qu'a votre fille qui n'a pas connu son père, qui ne connaît pas son père. Mais on est prêt à vous donner toute l'affection dont vous avez besoin, le temps de cette émission et le temps peut-être de retrouver son papa. En tout cas, merci d'être là. Je rappelle donc le thème avant de retrouver Dr Philo pour l'équilibre émotionnel de ma fille. Je suis à la recherche de son père. Voici la vie de notre philosophe. Il y a une erreur, philosophe, d'accord. D'accord, philosophe, tout est la philosophie, vraiment. Madame, je vous rassure que au sortir de cette émission, votre fille va retrouver son père, ça c'est sûr. Je sais pas, j'ai cette conviction-là, je suis sûr. Ouais, parce qu'elle a besoin, l'équilibre, c'est ça. L'équilibre émotionnel. Parce que vous-même, madame, vous avez besoin même d'équilibre. Parce que vous-même, vous cherchez à combler même ce déséquilibre-là et à plus pour elle également. Mais ça montre que vous aimez tellement votre fille que vous vous inquiétez plus pour elle. Ça, c'est très important. Et en même temps, on dit que l'équilibre, et cela aussi va participer à votre équilibre économique. Parce qu'un enfant même, quand l'enfant même va à l'école, tout ça, quand il veut demander l'argent à la maman, il dit toujours, maman, il dit, maman, donne-moi l'argent. Et la maman toujours renvoie l'enfant vers le père. Va demander à ton père. Femme est toujours comme ça. Même si femme, elle est directrice d'une haute institution financière, directrice des banques, elle va toujours dire à son enfant, va prendre l'argent chez ton Docteur Philo, moi, je vous admire et je vous félicite pour votre courage. Oui. Parce qu'autour de cette table, vous êtes le seul homme. Oui. Mais ça ne vous dérange pas du tout de nous insulter. Non, mais c'est mon avis et ce sont des réalités. La femme toujours... Non. Et les gens sont d'accord avec moi. Les gens sont d'accord, la femme toujours renvoie l'enfant vers le père. Va demander à ton père d'abord. On dirait même enfant là, même là, c'est pas celui qui avait un enfant là. Mais elle envoie toujours l'enfant. Et puis quand je dis directrice de haute institution financière, vous pensez en banque seulement. Non, non, non. La maman à la maison, c'est qui ramasse l'argent de tontine là. C'est une institution financière. Donc c'est une institution financière. Donc tout ça. Voilà. Et donc je dis qu'elle en a besoin. Et souvent quand l'enfant vit ce déséquilibre là, où le papa n'est pas là, ou soit la mère n'est pas là, souvent ça se ressent même dans la démarche de l'enfant. Parce qu'on sait que si ça, oui, ça c'est un enfant. Vous pensez que souvent il fait malin. Il ne fait pas malin. En fait, il a un manque. Donc il est sur un côté, il vit avec la mère. Et souvent, ça participe au déséquilibre de l'enfant. Et parfois même certaines femmes souffrent. Il y en a qui sont dans cette situation. Elles souffrent de l'absence du père. Souvent même, l'enfant est là, il ne peut pas dire la vérité à l'enfant. Et l'enfant réclame toujours son papa. Elle est obligée de pincer l'enfant là. Et quand il appelle le monsieur, tu vois, il te réclame. Souvent même l'enfant même ne réclame pas le papa. Mais la femme, tellement elle exagère. Et il y en a comme ça une fois, une dame dans mon quartier qui a pincé l'enfant comme ça une fois. Tellement elle avait l'habitude de pincer l'enfant. Le monsieur est en mission. Elle pince l'enfant. Elle a oublié que l'enfant même, il arrive à l'âge de parler. Mais tellement c'est son travail, c'est le matin, elle pince l'enfant. Ben, papa, il faut rester là où tu es. Je n'ai jamais dit ça à maman. Donc la femme, elle a eu honte. Et donc, quel que soit, je veux dire que, quel que soit ce qui s'est passé entre le père et la mère, il faut toujours dire à l'enfant des vérités. Comme ça, l'enfant grandit avec ces vérités-là. Mais attention, je veux dire que c'est vrai que vous allez dire le nom du père sur ce plateau. C'est là qu'on va terminer. Oui, vous allez dire le nom du père de l'enfant sur le plateau. Faites très attention parce que les gens, souvent, ils ont les mêmes noms. Le gars, il est assis, il a traîné là, c'est midi à sa femme, vous allez dire non, il a le même nom et ça risque de briser le foyer. Donc vous allez donner tous les éléments qui vont avec... Merci oui, c'est beaucoup. C'est très important. Merci infiniment. Et tout de suite, nous allons partir pour la question du micro-trottoir. Comment auriez-vous vécu l'absence de votre père? On se force pour essayer de revivre comment c'était avec lui, mais on ne peut pas remplacer un père. Voilà. On peut toujours avoir des mentors pour nous aider, mais c'est difficile. Mais on vit avec. C'est pas facile parce que tout enfant, tout être humain a besoin de son père auprès de lui pour qu'il soit un peu à l'aise, quoi. C'est pas facile de vivre sans son père. Parce que si ton père n'est pas auprès de toi, ça serait un peu difficile. Quand vous n'avez pas votre père auprès de vous, c'est difficile. Parce qu'il n'y a personne auprès de vous. Bon, vous vous sentez seul. La personne qui devait s'occuper de vous n'est plus. Voilà, donc faites-vous retrouver seul face à votre destin. Et voilà, nous sommes en compagnie de la mère et de la fille Pélagie Kama, la maman et Edwige Kama, la fille. Alors Pélagie, il faut dire que votre vie n'a pas du tout été facile. Puisqu'à l'âge de 9 ans, vous avez été obligée d'exercer le métier de servante à cause de la situation précaire dans laquelle se trouvaient vos parents. Et c'était donc votre métier jusqu'à ce que vous ayez 13 ans. Donc à l'âge de 13 ans, vous avez une meilleure offre, une meilleure opportunité et vous allez travailler dans une famille. Malheureusement,
vous allez contracter une grossesse parce que le fils de la famille va avoir des relations avec vous et vous tombez enceinte. La suite, Pélagie, on compte sur votre courage pour nous la raconter. D'accord. Vraiment, merci aujourd'hui de nous avoir accordé ce temps. Je vous en prie, vous le méritez. C'est pour ma fille. Elle a 23 ans aujourd'hui. Donc, moi, à l'âge de 13 ans, je travaillais dans cette famille. Vraiment, je ne reconnais pas le nom de famille de cette famille-là. Au début, je ne savais pas. Je savais pas que les règles, on les voyait chaque fin du mois. Donc, j'ai vu, il y a eu mes règles la première fois. Et puis 2 semaines après, j'ai commencé à travailler dans cette famille-là. Donc, après ça, quand ça s'est passé... Faut dire, on ne va pas peut-être insister sur ce chapitre parce que vous étiez très naïve et le jeune homme, il est sorti avec vous, vous ne savez même pas de quoi il s'agissait, donc il a eu des rapports avec vous. Et après, vous ne savez pas que vous êtes enceinte. Non. Comment est-ce que vous découvrez que vous êtes enceinte? Quand je suis retournée à la maison, et ma tante, il y a une tante qui vendait à Téké juste derrière la clôture. Donc elle me voyait à chaque fois, je dormais, puis je n'étais pas en forme. D'habitude, quand je me lève le matin, j'aime bouger, mais ça n'allait pas ce jour-là. Donc elle m'a appelée, elle m'a demandé, ah, tu as quel problème? J'ai dit non, que j'ai rien, dit non, que... Parce qu'elle me voit là, elle a l'impression que je suis enceinte. Donc elle m'a amenée dans sa chambre, elle a touché mes seins, puis elle a appuyé mon ventre. Elle m'a dit non, que j'étais enceinte, mais je ne croyais pas parce que pour moi, la première fois, ce n'est pas suffisant. C'est comme ça. Et puis, elle m'a donné des trucs, des tiges pour me puriger. Donc moi, je suis allée au beau milieu de la cour, je ne savais pas qu'on faisait un truc en cachette comme ça. Donc je suis allée, j'étais en train d'écraser, puis ma marade m'a vue, elle m'a demandé c'est pourquoi. J'ai dit non, que c'est la dame là qui dit de prendre pour... Elle dit non, que ça, on ne prend pas pour se puriger comme ça. Et elle m'a chassée, la dame m'a donné une deuxième fois encore. La dame m'a donné une deuxième fois. Donc j'ai pris encore, elle est venue arracher la deuxième fois. Et puis l'autre dame était obligée maintenant d'aller voir mon papa, maintenant pour lui expliquer que ah, ta fille est enceinte. Donc le lendemain matin, mon vieux a donné 2000 francs à ma maman. Il lui a dit de nous amener à l'hôpital, de m'amener à l'hôpital, pardon. Donc comme ça, on allait à l'hôpital. Ils ont trouvé que j'étais enceinte déjà de 6 mois. Donc quand je suis revenue à la maison, c'était pas bon. Et vous, comment vous vous êtes senti le fait de savoir que vous étiez enceinte et de 6 mois de surcroît? Vraiment, c'était pas bon. Vous saviez quand même ce qui vous attendait, c'est-à-dire quand une femme tombe enceinte, elle accouche après, tout ça vous saviez. Mais vous étiez quand même encore un bébé à 13 ans, vous êtes très très jeune. Ouais. Non, vraiment, c'était pas... Donc on est retourné de l'hôpital, mais mon papa s'est fâché. On était dans une baraque. Donc il a enlevé la toiture, il a cassé la porte. Donc il a demandé. Ça ira, calmez-vous. Pélagie, ça va aller. On vous comprend. Ce sont des tristes souvenirs que vous êtes en train d'évoquer. Alors, ça sera quoi la suite des événements? Est-ce que vous allez retourner dans la famille du jeune homme? Si oui, qu'est-ce qui se passe? Mon papa allait voir le président des Ouobé et puis le président des Burkinabé. Donc, ils ont fait une réunion ce même jour-là. Ils ont appelé et ils ont convoqué cette famille-là. Mais la dame avait déjà fait partir son fils au Ghana. Elle était informée de ce qui s'était passé, d'accord? Oui. Et donc, elle a fait partir son fils au Ghana. Donc, le jour de la réunion, on était là. Avant d'aller plus loin, lorsque la dame a appris que vous étiez enceinte... Oui, elle est venue, elle m'a frappé même. On était là tous, elle m'a tapé, elle dit, je suis une menteuse, que son fils ne peut pas m'enceinte, c'est pas possible. Les gens l'ont attrapé, tout ça là. Donc, c'était là, mon papa s'est fâché. Elle n'a pas tapé son fils? Son fils n'était pas là, il n'était pas au courant que même il enceintait quelqu'un même. Son fils ne savait pas. Mais le fils, il était beaucoup plus âgé que vous? Oui. Beaucoup plus âgé? Oui, lui, il avait 19 ans. D'accord. Donc, c'est comme ça. Maintenant, quand elle a refusé, mon papa dit, bon, ok, comme tu ne veux pas, moi, c'est ma fille.
Donc je récupère mon enfant. Il n'y a plus de réunion, on ne parle plus. Et c'est comme ça, mon père n'a plus jamais parlé de cette histoire. Et moi, je suis restée à la maison avec la grossesse. Jusqu'à les 9 mois, c'était pas facile. On pouvait se taper 2 à 3 jours même. Il n'y avait pas la nourriture. Il n'y avait pas à manger. On avait une voisine qui s'appelait Dada. C'est elle souvent qu'elle prépare. Elle nous apporte à manger. Le jour, elle n'a pas à manger. Elle peut donner 2 ou 3 000 francs à maman pour qu'on puisse avoir de quoi manger. C'est elle-même qui a fait son premier trousseau. Elle a payé un seau et puis elle a mis quelques affaires dedans. On a gardé. Et puis le jour de l'accouchement, il y a une de mes tantes qui était venue rendre visite à la deuxième femme de mon papa. Et j'avais mal, je pleurais, j'avais mal. Donc la dame assise là et puis elle demande mais qui pleure dedans là-bas? On dit non, c'est Pélagie qui fait accoucher. Elle était venue normalement pour quelque chose d'important. Elle s'est levée, elle dit non, il ne faut pas que quelqu'un va mourir devant moi. Oh là là. Non. C'est méchant ça. C'est méchant. Et cette version de l'histoire, est-ce qu'Edwige la connaissait? Est-ce que vous aviez cette version de l'histoire là? Votre maman ne vous l'avait jamais racontée. Hein. Donc c'est sur le plateau de ce midi que vous êtes en train de connaître l'intégralité de cette histoire. Beaucoup de courage à vous. Et on est sûr qu'au sortir de cette émission, une solution sera trouvée. Alors Pélagie? C'est comme ça. Donc vous accouchez dans des conditions difficiles? Oui, mais au retour de l'hôpital, quelque chose, un miracle s'est passé vraiment. Même jusqu'à aujourd'hui, maman en parle. Et quand j'ai accouché, j'étais tellement petite, j'avais apporté les robes des bébés, on attache derrière là, c'était court. Donc, c'était pas tout. Donc je venais, on n'avait pas de transport même pour rentrer à la maison. Donc maman, elle avait 1000 francs, quitter là-bas, je crois que c'était 2000 francs le transport. Elle avait 1000 francs. Vous habitiez où en ce moment? Aux 2 plateaux. Donc maman a dit, bon, on a qu'à marcher un peu pour dépasser le marché de William Civil, là, un peu en bas. Et puis on va prendre un taxi maintenant pour rentrer. Donc on marchait, on partait, on venait, il y a une de ces tantes qui vend des galettes dans le marché de Willy, là. Donc on est rentré là-bas pour saluer la dame. Donc la dame m'a demandé, elle a demandé à maman, ah, depuis quand tu as accouché? Maman dit non, c'est ma fille. Il y a une dame qui était derrière qui passait, puis elle a attrapé la fille. La dame elle dit, ah, c'est toi qui as accouché? Elle dit non, c'est ma fille qui est là, qui a accouché. La dame a tellement crié. Donc ce jour, on rentrait à la maison, on n'avait rien, il n'y avait rien à manger à la maison même. Quand on venait, maman, elle avait la petite amie, puis elle dit, mais ça là, on va manger, arriver là, comment on fait même avec toi? Voilà. Et la dame s'est montrée généreuse. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a réuni les dames qui étaient à côté là. Elles ont pris les sacs de les boros là. Chacune a donné un peu sur la table. On s'est retourné avec au moins un sac à la maison. Pélagie, je sais vraiment que c'est pas facile, mais je vais vous demander d'avoir un peu plus de courage pour qu'on puisse vraiment cerner et saisir l'histoire. Ça va peut-être permettre au père de revenir. Mais justement, en parlant du père, quand est-ce que vous l'avez revu pour la dernière fois? Je suppose que ça n'a pas été facile jusqu'à ce que vous le revoyiez peut-être ou pas. Quand est-ce que vous l'avez revu la dernière fois? Je l'ai revu en 2003. Il a perdu sa maman. Moi, je venais, la voir chez ma maman. Donc, je retournais avec une amie qui s'appelle Mawa. Donc, je retournais à Bobo. Donc, c'est comme ça, je suis passée devant la cour. Donc, comme le monsieur, lui, il a été gentil avec moi. Donc, je suis rentrée dans la cour pour le saluer. Quand je suis rentrée, il était couché. Et puis, j'ai levé et dit, ah, c'est toi. Et puis, il m'a dit, ah, il y a 2 ans de cela, si tu venais aujourd'hui, là, peut-être on n'allait pas aller. Et puis, j'ai dit, ah, il y a quoi? Il dit, ah, il y a la maman de Didier qui est décédée. Donc, Didier, même, il est à Abidjan actuellement. Donc, je vais vous mettre en contact parce qu'il ne savait pas que tu as été enceinte. Sa maman ne lui a pas dit.
Donc j'ai laissé mon numéro et le lendemain, il m'a appelé. On va essayer quand même de passer certains détails. Alors, lorsque Didier vous rencontre, comment ça se passe? Essayez de nous décrire un peu l'événement. Quand il m'a vu, j'avais changé. La petite qu'il connaissait, vraiment, c'était plus la même. J'avais changé, tout ça. Et puis, quand il a appris qu'il avait un enfant, il était content. Il était content. Donc, au même moment, il m'a dit non, de venir, on va aller voir la petite. Donc, on allait. Elle avait quel âge? Elle avait 8 ans. Elle avait 8 ans. Donc, quand il est venu, il l'a vu. Il m'a dit non, qu'il retournait au Ghana dans 3 jours. Mais après, il doit retourner aux États-Unis. Mais avant de partir, il va venir d'abord voir la petite avant de partir. Et depuis là, j'ai plus de ses nouvelles. Alors, on va dire que Didier était élève, hein? Oui. Donc il dépendait de ses parents, oui. Et déjà il n'avait pas l'information, donc il n'était pas quelqu'un de responsable. Non. Mais quand il part et qu'il revient, on va dire 8 ans après, peut-être que Didier a maintenant une situation, alors il est obligé de faire face à ses responsabilités. Didier a un enfant, il a posé un acte, donc il faut qu'il puisse l'assumer. Est-ce qu'il va vous aider à vous occuper de votre fille ou pas? Déjà, elle se débrouille déjà bien. Parce que non, je veux dire après, c'est-à-dire elle a 8 ans, il part au Ghana, ensuite il retourne aux États-Unis. Vous restez en contact ou comment ça se passe? Si, on reste en contact. On reste en contact. Ça va dépendre de lui peut-être. Non, apparemment, vous n'avez pas saisi la question. C'est-à-dire que quand elle avait 8 ans, que Didier est venu vous rencontrer, après il est parti. Oui. Il est parti, il vous a forcément donné son numéro de téléphone. Vous vous êtes appelé? Oui. Voilà. Oui, on s'est appelé, tout ça, là, on causait. Et chaque 2 mois, comme ça, il m'appelait. Et puis souvent, moi-même, je l'appelais, tout ça, pour prendre de ses nouvelles, pour voir si vraiment il était sur place encore, s'il n'était pas encore parti. Donc, un matin, j'ai appelé, et puis c'est un homme qui a décroché le téléphone. Donc, il me parlait en anglais. J'ai dit, non, je ne comprends pas l'anglais. Et puis, il a dit, tu comprends quoi? Il dit français. Il dit, tu veux parler à qui? Il dit, je veux parler à Didier. Donc, il a appelé Didier, et puis lui a donné le téléphone. Donc, lui, à son tour, il continuait de parler l'anglais. Et puis, je dis, allô, Didier, c'est moi. Il me suis fâchée, puis j'ai coupé, j'ai raccroché. Et puis, j'ai pris le numéro, j'ai mis dans un placard. Et puis, 1 mois après, j'ai perdu le téléphone. Donc, quand je suis revenue prendre le numéro, comme j'étais au travail, je suis revenue chercher le numéro, j'ai plus retrouvé. Lui aussi, il m'a plus rappelé. Et lui, il vous a plus rappelé? Il m'a plus rappelé. D'accord, merci beaucoup. Le contact est rompu. Qu'est-ce que vous faites pour le retrouver? Je retourne après la cour où ils habitaient, là. Je suis retournée là-bas. Est-ce qu'on pourrait avoir des images, voilà, les images de la cour où habitait Didier? Oui, je suis retournée là-bas. Avant, ici, là, où il y a la table, c'était la cuisine. C'était une cour commune, dont toutes les dames, c'est là où tout est préparé. Où il y a la porte, là, c'était l'entrée de chez eux. Ils ont mis la clôture là derrière, la devanture là, il y a une porte derrière maintenant. Donc je retourne là-bas, je demande, je n'avais plus personne. Mais il avait forcément des amis. Sa famille n'était plus là, peut-être qu'elle avait déménagé, tout ça. Ses amis, il n'y a plus personne. Et les voisins vous ont dit quoi? Les voisins, ceux qui sont là, c'est des voisins. Il y a d'autres qui ont fait 5. Voilà, c'est des nouveaux voisins qui sont là. Les anciens, c'est lui qui devait me renseigner. On m'a dit non, que lui, il est rentré au pays. Mais c'est son petit-fils. Quand moi, j'étais là-bas, il avait 2 ans. C'est lui, actuellement, qui gère la boutique de son grand-père. Alors, allez-y. Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'il y a quand même une période où vous avez des échanges avec ce monsieur-là. Il sait qu'il a une fille. Je pense que la priorité, c'est de prendre des informations sur lui. Pourquoi pas lui demander de mettre son nom sur... Je veux dire, la première chose, c'est d'avoir plus d'informations pour pouvoir sécuriser en fait ce contact-là. Et pendant ce temps, est-ce qu'il a même, ne serait-ce qu'une fois, émis l'idée de pouvoir vous aider, vous envoyer de l'argent, un truc comme ça? Enfin, moi, vraiment, je veux savoir de quoi vous parliez exactement quand vous êtes rentré en contact avec lui. Quand on parlait surtout de la petite. Parce que lui, il n'était pas à Abidjan. Quand il est venu, il a fait seulement que 3 jours à Abidjan. Et puis, il est retourné au Ghana. Donc, au moment où, quand lui et moi on s'appelait, il me demandait, et la petite, comme en ce moment, elle est partie à l'école. Lui, il partait encore à l'école. Donc, le jour même, il partait là, il m'a remis, je crois, 2000. C'est 2000 qu'il m'a donné quand il partait. Et puis, moi, je lui ai dit, ah, mais tu t'en vas, tu as appris que tu es un enfant, tu me donnes
Seulement que 2 mois, il dit non, sa maman vient de décéder. Donc actuellement, c'est son oncle qui va s'occuper de lui. Donc il est vraiment limité. Mais quand il va partir, avant de partir aux États-Unis, lui, son papa qui vit aux États-Unis ne sait pas qu'il est un enfant. Mais avant de partir aux États-Unis, il va faire l'effort pour nous envoyer quelque chose pour s'occuper de l'enfant, tout ça. Alors, Edwige, comment vous avez vécu l'absence de votre papa? Il a vécu ça comme ça, sans lui. Il a vécu ça comme ça. Mais un jour, il était avec mes camarades. Maintenant, il y a une qui m'a dit son papa va l'acheter un téléphone. Et puis, elle lui a dit, ah, que toi, tu as un papa qui va t'acheter un téléphone, que pour toi est bien. Que moi, je ne connais pas mon père, qu'il n'a jamais vu. Et ça m'a dit, ah, que il faut demander à ta maman. En ce moment, vous avez quel âge? En ce moment, il a 18 ans. 18 ans. Il y avait un homme de cousin. Mon père, il n'a pas vécu elle comme ça. Il a vécu mon grand-père, ma grand-mère. D'accord. Et vous allez poser la question à votre maman, c'est quoi sa réponse? Elle m'a dit, ah, qu'elle est amie, si fait lui. Donc elle m'a dit ça m'a arraché. Il était content. Elle m'a dit, c'était content. Même ce jour-là, mon grand-père m'avait envoyé vers elle pour lui demander de l'argent. Mais cette nouvelle qu'elle m'a dit, là, il avait oublié carrément ce qu'elle m'avait dit. Donc je suis venue comme ça faire discours, mais ça m'a rien dit. Parce qu'elle m'a dit qu'elle a mis sur Facebook, mon père l'a dit, elle est venue. Est-ce que c'était vrai, Pélagie, que vous étiez amis sur Facebook? Non, mais elle m'a dit, ça m'a tellement surpris qu'elle m'a demandé la... Elle ne vous avait jamais posé cette question auparavant? C'était la première fois? C'était la première fois, donc je ne sais pas quoi lui dire. J'ai menti, je lui ai dit ça comme ça. Et à chaque fois, elle me demandait, maintenant qu'elle savait que pour elle, je causais vraiment avec son papa. Donc, à chaque fois, quand elle vient me voir, elle me demande, mon papa, il t'appelle, mais quand il faut l'appeler, il faut me demander son numéro, je vais l'appeler. Elle me dit, ça, elle dit non, mon téléphone est resté à la maison. Quand j'ai venu, je vais te donner un peu comme ça, jusqu'à ce qu'il y ait une amie, Agathe. Agathe m'a appelé, elle m'a fait asseoir même, elle m'a demandé si tu parles, comment on appelle ça, de son papa. J'ai dit oui, que je croyais dire non, qu'il faut... Et comment on appelle ça, il faut causer avec elle, que parce que son papa, elle est venue me voir pour me dire de chez son papa sur Facebook. D'accord, on a l'impression que vous vous débattez toute seule dans cette situation. Je suppose qu'aujourd'hui, vous avez refait votre vie, vous avez quelqu'un. Est-ce que vous lui avez expliqué un peu la situation et qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a encouragée. Quand j'ai expliqué, quand on s'est connus, je n'ai pas caché. Je n'ai pas caché, je lui ai dit carrément que voici mon problème qui est là, que ma fille, vraiment l'aînée, ça me fatigue. Parce qu'elle ne m'a jamais causé de problème. À part ma grossesse jusqu'à aujourd'hui, elle ne m'a jamais causé de problème. Donc, même si je dois me rabaisser pour lui rendre ce service, je vais le faire. Alors Edwige, bon, la question que je vais vous poser, comment est-ce que déjà vous imaginez votre papa et puis qu'est-ce que vous attendez concrètement de lui? C'est de le revoir. C'est de le revoir parce qu'il ne le connaît pas. À votre avis, qu'est-ce que ça pourrait changer? Je pose la question à dessein, hein, parce qu'on sait tous que connaître son père ou sa mère, c'est quelque chose de fondamental. Ça va changer beaucoup de choses pour moi. Mais est-ce que vous lui en voulez? Non? Vous avez juste envie de retrouver votre papa? Vous pensez qu'en le retrouvant, en le revoyant, vous allez être épanoui? Parce qu'apparemment, comme votre maman nous le confiait, vous passez votre temps à pleurer, vous êtes triste. Ça va changer quelque chose si vous le voyez? Ça va changer quelque chose. Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer le regard des gens vers moi, ceux qui savent mon histoire. Souvent, il y a des gens qui me disent, ah, qu'est-ce que c'est là, mais il y a ces enfants bâtards. C'est leur problème. Il ne faut pas les dire. C'est comme ça. Ce que moi je veux dire, c'est que c'est arrivé, c'est déjà arrivé. Nous sommes tous des êtres humains. Vous-même, vous avez la chance de savoir que votre père est en vie. Il y en a même, il y a des enfants qui sont dans votre situation. Eux-mêmes savent que leur papa n'est pas, il n'est plus en vie. Ils n'ont même plus, ils n'ont aucun espoir même pour retrouver leur père.
vous avez cette chance-là, il est en vie. On va prier à ce qu'il vous appelle et qu'il vous retrouve. Mais, dans l'immédiat, si votre nouveau papa, si j'ose m'exprimer ici, hein, le nouveau mari à votre mère dit par exemple, bon, bébé, viens, moi je vais combler ce vide-là, viens vivre avec moi, je vais te donner tout ce que tu veux. Cet amour paternel-là, je vais tout te donner. Qu'est-ce que vous allez dire? Ce serait pas facile parce que ce serait pas facile. Hein. Pas facile, il n'est pas connu mon papa. Donc, il peut pas remplacer. Vous voulez votre papa, vous, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Description physique, vous l'avez vu, je crois, en 2003. Oui. Comment est-ce qu'il est? Est-il grand? Il ressemble à... Enfin, j'ai pas envie de dire... Pas grand comme ça, mais il a la taille normale. Et puis, il avait porté t-shirt. C'est ce qu'il aimait porter même à son temps, t-shirt avec une chaîne au cou. Il faut bien dire, il y a beaucoup de personnes qui portent ça. Ils ont le même teint, je suppose. Oui. Elle lui ressemble ou pas? Oui. Et il s'appelle David, c'est son prénom. Didier. Il s'appelle Didier, pardon. Oui, c'est son prénom. D'accord, c'est peut-être faible, mais on ne sait jamais. Peut-être que certaines personnes connaissent l'histoire, ou il y a forcément des gens qui nous regardent, qui le connaissent. Ils vont peut-être l'appeler, ou peut-être qu'il tombera sur cette émission sur YouTube. Voilà, et il nous fera signe. Mais en même temps, je voudrais profiter pour dire à tous ceux qui nous regardent, à toutes les personnes qui fuient leurs responsabilités, que l'enfant grandit dans son environnement familial avec une cellule familiale complète. Cela contribue à son épanouissement, à son équilibre psychologique, parce que lorsque vous abandonnez vos enfants de la sorte, eh bien, vous créez des inadaptés sociaux. Il y a forcément un vide, il y a forcément un déséquilibre qui pourra peut-être se ressentir, on va dire, dans ses relations avec ses amis, avec ses collègues, parce que l'enfant a un sentiment d'infériorité, donc il est dans une position de dominer avec les autres. Ça peut aussi agir sur certains comme de la frustration. Vous voyez des gens qui sont très très durs de caractère, on ne sait pas pourquoi, mais ce genre de situation peut en être la base. En tout cas, merci à vous d'être venus témoigner à ce plateau sur ce sujet-là. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et vous avez tous nos encouragements, vous avez toute notre affection. Sachez que nous sommes de tout cœur avec vous pour qu'une solution soit trouvée. Tout de suite, nous allons retrouver le sage Cassie. Madame Yakou, Edwige Yakou, c'est déjà fait, hein? On n'y peut rien. On va faire comment? Mais il y a deux personnes à sauver, à vous et à votre fille. Les expériences, nos expériences, même quand elles paraissent dramatiques ou insupportables, ne sont pas destinées à nous noyer, à nous détruire. Sinon, la nature serait sadique. La nature, elle est une bonne éducatrice. Mais il y a une seule condition. La condition, c'est que il ne faut pas succomber. Si vous succombez, alors l'expérience n'aurait servi à rien. Soyez forte. L'excès de tout est nuisible. L'excès de sensibilité aussi. Comme l'excès de courage, l'excès de tout est nuisible. Je vous sens un peu trop sensible. Ressaisissez-vous. Soyez forte. Il n'y a pas lieu de se torturer. Votre mère est là. Et elle vous aime bien. Le père de votre mari est aussi votre père. De votre mère? Oui, non, le père même de son mari. Le père de son mari. Elle a un conjoint. Il vit, il est en vie, c'est aussi son père. Vous êtes entouré de nombreux pères et mères. Ce n'est peut-être pas pareil, mais c'est tout comme. Il n'y a donc pas lieu de se laisser abattre. Je vous demande de vous ressaisir, d'être très forte. Il n'y a pas de désespoir, il n'y a pas à désespérer. Ça va aller. Merci beaucoup, le sage. En tout cas, courage. Et comme je le disais, on est avec vous et vous avez forcément besoin d'une assistance psychologique.
Ça va aller, ça on le dit, on garde espoir et on va tout de suite, avec votre permission, chers invités et chers téléspectateurs, changer de cap pour retrouver cette fois-ci un éminent avocat, Maître Djama Dominique Alain. Je vous demande de l'applaudir très très fort. Maître Djama, bonjour. Madame. Excusez-nous, hein, excusez-nous, c'est peut-être, on va dire, moins chaleureux que d'habitude par rapport à la trame de l'histoire que vous avez forcément écoutée dans les coulisses. Mais cela ne nous empêche pas quand même de parler de votre activité. Il faut dire que vous êtes avocat et membre de la commission communication de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire. Et avec vous, on va parler donc de la semaine de l'avocat, qui se tient du 22 au 27 janvier 2018. Merci beaucoup, madame. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis sur votre plateau. Les avocats de Côte d'Ivoire, par ma voix, voudraient informer l'ensemble de la population de Côte d'Ivoire et du monde entier qu'ils organisent leur traditionnelle semaine de l'avocat, comme vous l'avez dit en introduction. Cette semaine a pour thème principal avocat, acteur de développement. C'est vrai, nous savons tous que vous êtes des acteurs du développement, mais à quelle échelle? À plusieurs échelles. Le développement entendu dans son acception globale, le développement social, le développement économique, le développement politique et le développement de la société de façon générale. On est à la fois au début et à la fin de tout cela, puisque notre activité de conseil de représentants et l'activité de défense nous amène justement à être quotidiennement aux côtés des populations. Et qu'est-ce que vous avez prévu pour les populations dans votre programme? Alors, le programme, il a commencé depuis ce matin. Permettez juste une minute que je puisse le dérouler. Ce matin, depuis lundi, ce matin, donc, nous avons commencé des consultations gratuites. Il y a 4 lieux. Il y a le tribunal civil du plateau, il y a le tribunal du travail, il y a le tribunal de Yopougon et puis le tribunal du commerce. Alors, rendez-vous massivement à ces lieux. Vous trouverez sur place des avocats à qui vous pourrez exposer tous vos problèmes. Et ils vous donneront des réponses. C'est génial, de façon gratuite. Vous avez entendu? Waouh! Cadeau. Gratuit. Wow. Sans contrepartie financière. Nous sommes au service de la population, nous sommes des acteurs du développement. C'est cela. Demain mardi, on aura l'ouverture officielle de la semaine. Alors l'ouverture officielle, elle commencera par une conférence. Et puis l'après-midi, nous reviendrons sur les consultations gratuites. Mais je précise que le matin, l'ouverture officielle se déroulera au plateau, à la salle Segraï Umoa. Cette ouverture officielle est ouverte au public. Elle permettra donc de lancer justement l'activité de la semaine. Le mercredi 24, nous revenons encore à partir de 9 h sur les 4 lieux que j'ai indiqués aux consultations gratuites. Alors cette fois-ci, il faut ajouter, à côté des consultations, des plaidoiries gratuites. Nous faisons mieux que consulter. Nous allons plaider gratuitement pour des personnes qui sont poursuivies dans des procédures correctionnelles, sans contrepartie bien entendu aussi. Le même mercredi à 15 h, nous avons le procès fictif. Alors le procès fictif, c'est une simulation de procès. On a un décor qui est planté. C'est une histoire imaginaire. Il y a un tribunal, il y a des avocats, l'avocat de la personne qui est accusée ou poursuivie, l'avocat de la personne qui poursuit. D'accord. C'est un véritable spectacle. En tout cas, on a l'essentiel du programme. Voilà, parce que le temps joue contre nous. Mais le plus important, c'est déjà vous approcher. Le plus important aussi, c'est de savoir que vous avez une semaine et qu'il y a des consultations gratuites. Donc, la population pourrait en profiter. En tout cas, Maître Djama Dominique Alain, merci infiniment d'être passé sur le plateau de Ce Midi. Merci beaucoup. Merci de raccompagner notre invité. Et voilà, l'émission se poursuit. Mesdames et messieurs, nous allons retrouver tout de suite Jessica Bomba, C'est Midi Club. C'est tout de suite. J'ai pris le temps d'aller sur YouTube et visualiser toutes les émissions spéciales donc, du vendredi. Et j'ai fait le top 5 justement des émissions qui ont le plus cartonné sur la toile. Voici cet élément. Depuis le début de l'aventure C'est Midi, le vendredi est un jour pas comme les autres. Vendredi rime avec inédit. Des acteurs de la culture ivoirienne, africaine et parfois mondiale se succèdent sur le plateau pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Entre rire et larmes, ces émissions du vendredi sont riches en émotions. Pour cette nouvelle saison qui a démarré depuis le 6 novembre 2017, nous avons déjà découvert 11 personnalités comme nous les avions jamais vues auparavant. Mais quelles sont ces émissions spéciales qui ont le plus cartonné sur la toile? Voici pour vous le top 5 des émissions du vendredi ayant le plus grand nombre de vues. Numéro 5, avec 47 000 vues, Marie-Josée Talou, si forte et tellement fragile à la fois. C'est ma grand-mère. Elle vous manque énormément.
Marie-Jo. La tristesse a été de courte durée. Elle a très vite retrouvé son sourire. Je te souhaite d'être tu m'as eu des... Numéro 4, 54 000 vues. L'élégance personnifiée, Monsieur Alain Aziro. Mais ne vous méprenez pas, derrière ses costumes bien taillés, son sourire a coupé le souffle et son assurance se cache un homme sensible, amoureux et un showman. C'est ma petite maman. Elle m'a quitté au mois de mai dernier. Saint-Édouard en Dernos. À chaque fois que je passe devant cette église avec ma femme, Florence, elle sonne et on s'embrasse. Waouh! Cette chanson, je danse toujours avec elle, avec ma femme. Numéro 3, 75 000 vues, nos humoristes. Et bien évidemment, il fallait s'attendre à des cris, des larmes et du rire. Spectaculaire. Bref, les élèves de cette classe ont donné du fil à retordre à Caroline. Caroline est super. Derrière le numéro 2, 87 000 vues, se cache l'un des artistes préférés des Ivoiriens, Kedjevara. Et c'était une petite réunion de famille. Zouram Pourio, le boss de 18 avril, DJ Kedjevara que tu es, MC One que je suis, le Ouinzin est devenu grâce à toi une star interplanétaire. Oui, j'étais rien. Je te connais même pas, tu me connaissais pas, mais tu as fait de moi ce que je suis. Et aujourd'hui, j'ai séché les cours pour venir te dire merci sur le podium de ce midi. Je suis fière de lui. Aujourd'hui, on dit Didier Kedjevara. Et voilà la maman de Kedjevara. Mais on dit aussi, voici le fils d'Alani. Hein. Mais beaucoup plus. Pour lui, a pris le dessus. On retiendra son respect, son humilité et son acharnement au travail. Numéro 1, il était d'ailleurs le premier invité sur cette nouvelle saison. Il a pulvérisé le record des émissions du vendredi avec 347 000 vues de Bordeaux Likoufa. Quelqu'un a été dormi, tu mets ta tête sur lui. L'amour fou. C'est que sur cette collaboration, en tout cas ce sommeil-là, me manque, on va dire. Mais bon, pourquoi vous ne dormez pas? Un jour ça peut arriver, mais bon, on espère. Qui détrônera de Bordeaux? La suite de l'aventure nous le dira. C'était le top 5 des émissions du vendredi. Le Club C'est Midi, c'est fini. On se retrouve très vite. L'émission de Bordeaux, bah écoutez, on est encore là pour quelques mois, donc je pense qu'on aura le temps de découvrir. Voilà, comme c'est midi. Moi c'est toujours avec étonnement que je regarde les différentes émissions, parce que je me dis, c'était nous, avec les invités, il y a toujours ce sentiment-là. Franchement, il y avait de très très belles émissions, vraiment. Merci beaucoup, merci Jessica d'être revenue là-dessus. Eh bien, l'émission est pratiquement terminée. Marie-Paul Adjei, on va la retrouver demain. Ne vous inquiétez pas, voilà, le sujet était tellement pertinent et émouvant qu'on était obligé d'aller, de dépasser le temps. La pub et on se retrouve pour se dire au revoir. Parce qu'il s'agit de vos envies, de vos passions, de vos ambitions. Avec nous, tout devient possible. Profitez. Et voici donc la fin de cette émission. Et je préfère la passer parce que je me vois aussi comme une femme dynamique. Hein. Voilà, ce sont les femmes dynamiques des Oliviers des deux plateaux. Dans la présidente et Ouattara Mariam. En
tout cas, merci à vous d'être venu mettre de l'ambiance dans cette émission et dans ce studio. On n'oublie pas le fan club, c'est midi. En tout cas, merci à vous pour votre fidélité. Merci aussi à vous, très chers téléspectateurs, pour votre attention. Et merci à toutes les équipes qui ont travaillé afin que cette émission ait lieu. On va se dire au revoir et pouvoir se retrouver demain à partir de 12h pour un autre C'est midi aussi croustillant peut-être. Au revoir. Who know tomorrow, mama? Nobody know tomorrow, papa. Wonderful. Don't be proud because you have it. It comes from God Almighty. Yeah. Oh, picking good, picking good, picking good, we know. But if you get picking, make you not laugh the people when no get at all. If you no get picking, make you not cry because you no get them. First time is the best opportunity come but once.